Bonjour tout le monde, très content de vous accueillir. Je crois que vous êtes en train de vous connecter. Comme d'habitude, on va attendre un petit peu, 30 secondes, 1 minute, allez, à 2 minutes maximum pour laisser le temps aux personnes qui sont inscrites de nous rejoindre. Mais entre-temps, je vais me présenter aussi en quelques mots et présenter le sujet de ce matin côté Legals et de ce webinaire. Alors, moi, je m'occupe de l'équipe française ici à Siligal. Je m'appelle Florent Artaud. Donc, je suis directeur France de Siligal, avocat de formation. J'ai travaillé en start-up en tant que responsable juridique pendant 3 ans après avoir passé le barreau. Et ensuite, j'ai créé ma propre structure avec The Family à l'époque avant de rejoindre Siligal par le biais du fonds Index Ventures. Et ça fait maintenant 4 ans, plus de 4 ans que j'ai lancé le marché français avec Seed Legals. Et on a accompagné près de 800 startups depuis qu'on s'est lancé. Et on a accompagné sur tous les sujets, notamment le sujet dont on va parler ce matin et la thématique du webinar qu'on va adresser ensemble, à savoir comment lancer sa startup avec les principales étapes clés, mais aussi les erreurs à éviter. Peut-être que c'est votre cas, vous envisagez de lancer votre entreprise, vous envisagez peut-être de vous associer avec une personne qui va rejoindre le projet, qu'elle soit avec une expertise complémentaire par rapport à vous, l'équipe évidemment, mais qu'elle ait un statut de je sais pas, CTO, de COO, donc sur la partie opérationnelle, sur la partie technique de développement. Bref, comment faire? On va balayer cette question parmi d'autres, notamment comment créer une société. Ça peut paraître simple hein, de créer une société, mais c'est pas forcément en fait si simple que ça sur certains aspects. Et on va aller voir ensemble, notamment, le fait de créer un pacte d'associés, mais avant de créer un pacte d'associés, le capital social. Voilà, c'est un peu tous les sujets, dont on va parler là pêle-mêle ensemble. Je vais vous présenter bien sûr le sommaire de manière un peu plus structurée et on aura jusqu'à, allez, 11h45 ensemble. On se réservera évidemment le temps de répondre à vos questions. L'idée aussi sur cette partie, c'est que vous puissiez poser vos questions directement dans le chat. Voilà, je vais dire bonjour tout le monde ici dans le chat. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce canal. Salut Stéphanie et merci pour ta participation et ton inscription à ce webinaire. Vous avez également la partie Q&A, donc questions-réponses sur Zoom. Peut-être que vous connaissez un peu le format, mais bref, n'hésitez pas que ce soit dans le chat ou sur questions-réponses pour poser vos questions. L'idée, c'est de rendre le plus interactif possible parce que vous avez certainement des questions à poser sur les points qu'on va balayer ensemble ce matin. Donc n'hésitez pas, c'est le but clairement de ce webinaire qui sera en replay sur notre chaîne YouTube C'est Legal France. Vous y retrouverez énormément de contenu. Donc n'hésitez pas aussi à vous y rendre et à visionner nos vidéos. Pareil sur notre blog C'est Legal France. Et de toute façon, si vous avez des questions aussi sur l'équipe, sur notre accompagnement ou sur les produits, services que nous proposons, eh ben, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts. On se fera un plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. J'en termine cette introduction. N'hésitez pas encore une fois hein, à utiliser le chat pour parler même entre vous ou autre. Mais nous, on va parler maintenant et ce matin, sans transition, je vais partager mon écran avec la présentation préparée à ce sujet. Et maintenant, on va lancer le webinar ensemble. Donc, lancer sa startup, les étapes clés et les erreurs à éviter, c'est la thématique de ce matin. Le sommaire et les points principaux qu'on va aborder ensemble, il y a évidemment les principes de base que vous devez maîtriser lorsque vous lancez ou créez la société de manière assez concrète, le capital social, comme je l'ai dit tout à l'heure, la forme sociale, ce sera une SAS hein, sans trahir de secret, mais on va passer rapidement ce point. Mais comment rédiger bien les statuts? Bref, il y a différentes questions à se poser, on va les voir ensemble. Deuxièmement, on va aussi parler de la répartition du capital, parce que quand vous êtes plusieurs dans l'équipe fondatrice, se pose forcément la question de savoir qui a combien au capital. Et d'autant plus aussi si demain, il y a une personne qui vous rejoint dans l'équipe un peu plus tard, qu'on a l'habitude d'appeler late founder. Comment ça se passe? On va en discuter. Troisième point, l'indispensable pacte d'associés. Évidemment, c'est un prérequis qui est recommandé d'avoir quand vous êtes évidemment plus qu'une personne dans le capital de la société, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est clairement un indispensable et il y a des clauses à avoir en tête et on va les voir ensemble. Et puis à la fin, on terminera aussi sur une ouverture, sur la partie préparer sa levée de fonds, que ce soit en Friends and Family. Donc le FNF correspond à Friends and Family, c'est-à-dire les premiers fonds qui vont pouvoir venir financer votre projet. Euh, on va pas aller en détail là-dessus, mais vous y retrouverez tous les éléments sur la mécanique juridique et autres, donc sur notre chaîne YouTube et notre blog, comme je l'ai dit. Voilà sur ce qui nous attend maintenant. Et donc,
commençons directement sur les principes de base pour créer sa startup. Ces principes de base, vous les voyez ici, il y en a trois principaux. Donc, c'est la forme sociale, le capital social et la valeur nominale. Donc, quelques conseils viennent ici sur chacun de ces trois points. Le premier, choisir la forme de SAS ou de SASU. Euh, SAS, c'est Société par action simplifiée, vous l'avez peut-être déjà en tête. SASU, c'est Société par action simplifiée unipersonnelle. La seule différence entre les deux, c'est que dans le cadre de la SASU, c'est-à-dire qu'il y a un seul ou une seule personne qui détient le capital et 100% du capital de la société, d'où le unipersonnel, donc le U, alors que la SAS, elle, c'est qu'il y a plusieurs associés qui se répartissent le capital, au moins deux personnes au sein de ce capital. Sinon, c'est la même forme sociale, c'est-à-dire que c'est la même chose. Ça répond à des conditions. Et pourquoi c'est la forme sociale la plus choisie par les startups? C'est-à-dire que quasi 100% des startups sont en SAS. Ça peut être une société anonyme hein, également, mais c'est un peu plus rigide comme forme sociale. D'où l'avantage de passer par une SAS, c'est-à-dire que ce sont surtout les statuts qui prévoient le cadre de l'organisation de la société, des règles qui régissent les associés, évidemment, donc ce sont les statuts. Et donc là-dessus, on a une grande liberté contractuelle, on peut prévoir différentes choses, mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut être, disons, avec des clauses exotiques ou faire preuve un peu d'innovation ou de choses un peu spécifiques dans ces statuts. Parce qu'il est vraiment recommandé aussi d'avoir des statuts relativement standards, donc qui répondent à un certain format, relativement, ou en tout cas accepté, dans les pratiques au sein des startups. Notamment, je vous donne un exemple ici, c'est si on se dit, OK, bah, nous, on veut des actions de préférence, c'est-à-dire un droit de vote double, par exemple, pour nous, les fondateurs, parce que demain, quand on aura des investisseurs, au moins, on aura plus de poids sur la gouvernance. Très bien, ça peut être une bonne idée comme ça, a priori, sauf que non, ce n'en est pas une de bonne idée parce que clairement, ce sera vu ce sera vu de manière assez négative de la part de vos investisseurs. Ce sera soumis à de la discussion et négociation. Et clairement, ça n'a rien de standard, le fait de prévoir des droits de vote double pour vous, les fondateurs et associés initiaux. Donc, clairement, ce seront des actions qui sont des actions ordinaires, classiques. Et s'il y a des questions sur la gouvernance qui se poseront à l'occasion d'un prochain tour de financement, donc à l'occasion d'une levée de fonds qui viendra plus tard, ce sera discuté à ce moment-là. Et le fait d'anticiper, de se dire, ah oui, mais si j'ai déjà prévu dans mes statuts ça, au moins ça me permet de pouvoir arriver dans la négociation avec plus de poids. Non, non, non. Ça vous permet juste d'arriver dans la négociation avec des choses qui sont peu communes et ça mettrait donc là aussi dans la tête potentiellement de l'investisseur, notamment des investisseurs institutionnels et professionnels, l'idée que vous ne connaissez pas bien les standards ou que vous n'avez pas bien été conseillé sur cette partie-là. Donc, ce n'est pas un signal positif que vous pouvez envoyer à ce moment. Voilà, c'est un exemple et il y en a bien d'autres. Donc, sur cette forme sociale, notamment les statuts, vous voyez, on va choisir la SAS, la SASU, prévoir des statuts qui sont assez standards, classiques, qui permettront, qui seront ensuite complétés par le pacte d'associés. Et on va le voir ensuite. Le capital social, lui, ce capital social, il faut prévoir généralement minimum, c'est ce qu'on recommande en tout cas chez Sealegals, et ce qui est recommandé assez souvent en pratique, c'est minimum 1000 euros. On peut prévoir aussi 100 euros, hein, mais en fait, le principal ici, c'est d'avoir un certain nombre d'actions. Et donc, plus d'actions on a, mieux on a, et plus on a de granularité dans la gestion de ce capital, et mieux c'est pour pouvoir gérer justement le capital, avoir un prix par action qui sera fixé justement par rapport à ce nombre d'actions qui ne sera pas forcément très élevé, et ce qui permettra de pouvoir avoir des tickets relativement adaptés lors d'un prochain tour de financement, ou si on veut intéresser des salariés, et ben là, clairement, ça permettra d'avoir une certaine granularité, de pouvoir le faire de façon plus flexible et plus précise. Mais on va le voir aussi avec la valeur nominale juste après. Heu, sur ces, 1 000 € de capital, ensuite la question qui se pose, c'est, et j'ai pu l'entendre aussi, c'est des questions et des remarques où on peut se dire: «Mais il faut qu'on ait un capital social assez important pour être crédible, vis-à-vis, de fournisseurs, vis-à-vis de partenaires commerciaux, vis-à-vis potentiellement d'investisseurs». Le fait qu'on ait un capital social de, je sais pas, 100 000 €, ça veut dire que, ben, c'est mieux que si on avait un capital social de 100 € ou de 1 000 €. Alors, il y a du vrai, il y a du faux là-dedans. Dites-vous bien que déjà, si, vous avez les 100 000 € à investir, vous, en fonds propres, l'équipe fondatrice au début, à la création de la société, tant mieux pour vous. Vous partez avec un capital de départ qui est, heu, important, en tout cas là, par rapport à ce que nous, on peut voir, d'habitude.
Mais est-ce que vous allez mettre les 100 000 € tout de suite en capital? Là, typiquement, on peut aussi faire le choix de mettre 1 000 € de capital et ensuite les 99 000 € suivants, les mettre en compte courant d'associés répartis entre vous, les associés, selon ce que chacun apporte. Ça vous permet quoi d'avoir quoi comme avantage? Bah, plus de flexibilité sur un remboursement éventuellement futur de cette avance en compte courant d'associé. Parce que la différence avec cette avance en compte courant d'associé, c'est qu'elle peut être remboursée de manière plus flexible plus tard, par exemple, lors d'un prochain tour de financement. Euh, et à la différence de si ça avait été mis en capital, la seule façon de pouvoir vous faire rembourser, si vous aviez mis ces 100 000 € en capital tout de suite, bah, c'est à l'occasion de la vente de vos actions. Et la vente de vos actions, elle est soumise à de la fiscalité, la flat tax. Ce n'est pas forcément le cas pour votre compte courant d'associé là que vous allez avancer. Donc, il y a tout des éléments, il y a tout un raisonnement à avoir sur cette logique d'apporter les fonds parce qu'en plus, quand on se dit, il y a des subventions que vous pouvez avoir avec des fonds propres, fonds en capital initial de départ, ben, le compte courant d'associé compte aussi dans les fonds propres de la société. C'est-à-dire que si vous allez demander une aide, eh ben, le fait de mettre ça aussi en compte courant d'associé vous permet de pouvoir obtenir cette aide parce que les avances en compte courant sont prises en compte à cette occasion. Euh, donc, quel est l'intérêt de pouvoir prévoir un capital social tout de suite de 100 000 € alors qu'on pourrait du coup le ventiler entre un capital social de départ de 1 000 € minimum ou peut-être 10 000 €, mais le reste, on le met en compte courant d'associé. Bah, là, il peut y avoir, par contre, dans certaines activités ou certains cas très spécifiques, l'obligation, en tout cas, c'est ce qui serait fortement recommandé, de mettre cette somme en capital social. Mais à défaut d'avoir vraiment cette obligation ou ces prérequis demandés compte tenu de la spécificité de l'activité, il faut aller sur ce qu'on vient de se dire, à savoir un capital à minima de 1 000 € et le reste, on apporte ça en compte courant d'associé. Voilà, sur ce deuxième point. Troisième point, on va aller très vite là-dessus. En fait, c'est quand vous allez créer la société, vous allez donc apporter votre capital social de départ avec la rédaction des statuts, comme on l'a vu. Ce capital social de départ sera mis sur un compte dédié pour la création de la société. Et donc là, on va aussi définir quel est le prix d'une action. C'est ça ce qu'on appelle la valeur nominale, en fonction du capital de départ. Donc si on prévoit un capital de départ de 1 000 € avec une valeur nominale de 1 €, eh ben, on aura 1 000 actions réparties en fonction de qui va apporter combien, de la répartition du capital. On va voir après. Donc là-dessus, rien de compliqué, mais juste à avoir en tête, donc de prévoir toujours au moins une valeur nominale qui soit de 1 € et est quand même recommandé d'avoir une valeur nominale même plus basse parce que plus on a d'actions, meilleure granularité on aura et meilleure gestion de ce capital, notamment en vue d'un prochain tour de financement avec un prix par action qui ne sera pas trop élevé et également aussi derrière un, bah, possibilité d'intéresser le capital des salariés plus fine. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, pour tout ce qui est donc capital social, création de la société, ce sont les différentes étapes, et en tout cas les principes de base à avoir. Pour la suite, ici, donc les autres questions à se poser sur cette partie, ce qui est important de garder en tête, c'est de se dire: «Là, OK, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qu'il faut anticiper lorsque je lance ma société?» Parce que comme on se l'a dit, ça peut être simple, se dire: «On va créer la société». Nous, on vous accompagne, d'ailleurs, c'est Légal pour le faire, c'est hyper rapide. On va rédiger les statuts. OK, très bien. On va donc rédiger l'objet social, mais là, il faut faire attention à comment on va rédiger cet objet social, on va y venir très rapidement. Mais il faut se dire aussi: «OK, mais c'est quand? Quand est-ce que je vais la créer cette société?» Faut faire attention à pas la créer trop vite non plus. Quand vous avez, donc un projet sur lequel vous travaillez, que vous allez pas encore facturer ou générer des revenus, heu, bah, pas forcément très utile de créer la société trop tôt. Et même à l'inverse, parce que possiblement, heu, il y a des subventions ou des aides comme la bourse French Tech ou autres, ou le FPI qui vous permettent d'avoir, allez, jusqu'à 30 000 € de départ, mais qui sont, conditionnées au fait que la société soit avec une ancienneté de moins d'1 an. Donc forcément, si on crée déjà la structure, qu'on avance et qu'on ne demande pas tout ça, bah, potentiellement, on peut passer, donc à la trappe par rapport à ce type d'aide. Donc ce qui est pas forcément, idéal. Donc quand créer la société? Bah,
Typiquement, quand on a une phase d'idéation, on est en train de travailler le projet, on a des recherches sur les utilisateurs, sur leurs problématiques, comment bien les adresser, toute cette phase-là où on est avant une commercialisation. Donc, peut-être au moment de la commercialisation, il serait intéressant de créer cette structure. Après, ça dépend, c'est variable, c'est une casuistique à avoir, hein, ça dépend de vous et de comment ça se passe. Mais en tout cas, le conseil ici, c'est de ne pas créer trop tôt la société pour les raisons que je viens d'évoquer. Ensuite, comment rédiger l'objet social? L'objet social, lui, il faut qu'il soit suffisamment large, mais il ne faut pas qu'il soit non plus trop large. Donc, il y a un juste équilibre ici à avoir, et notamment l'objet social et l'activité principale qu'on va y mettre en face va être appliqué et donc mis en fonction de cette activité, ce qu'on appelle un code NAF. C'est la nomenclature des activités françaises. Et basé sur cette nomenclature des activités françaises, vous sera donné justement et appliqué une convention collective potentiellement, en tout cas un numéro d'activité. Et donc par rapport à ça, il y a quand même des conséquences. Par exemple, si vous êtes avec une activité de développement de logiciels, donc ce qui sera plus très à des activités donc d'ingénieurs et autres, c'est un code NAF spécifique qui vous sera appliqué et donc en découlera l'application potentielle de la convention collective Syntec. Donc SYNTEC. Et donc cette convention collective, elle prévoit des minima sociaux ou d'autres éléments qui sont applicables à la société compte tenu de votre domaine d'activité. Donc, ce n'est pas non plus anodin la rédaction de cet objet social, il faut l'avoir en tête et anticiper. Par exemple, si vous tombez compte tenu de l'activité sous tel, donc on vous applique tel numéro, donc c'est l'INSEE qui vous applique tel numéro, et d'où en découle ensuite, comme on se l'est dit, les conventions collectives et les autres aspects qui seraient applicables en fonction de votre activité. Et donc là-dessus, il faut, anticiper parce que si, il y a une activité, enfin une convention collective applicable qui est peut-être moins favorable ou autre qui pourrait s'appliquer, bah, ce serait, une épine dans le pied un peu embêtante parce que pour changer ensuite de code APE, c'est le code APE justement qui vient après, en fonction de l'explication du code NAV, compliqué de faire ce type de modification. Alors, pour le point qui va suivre ensuite, c'est, qui nommer? En fonction justement, bah, des mandataires sociaux. Là, il faut se dire donc dans une SAS, il y a en termes de excusez-moi, donc là, en termes de mandataires sociaux, il y a dans la SAS président de la société et ensuite directeurs généraux, mais il y a qu'un seul président. Donc là, souvent, ce qu'on voit quand il y a 2 personnes qui sont au capital, c'est une personne qui est président et une personne qui est directeur général. Donc et s'il y a 3 personnes, il peut y avoir une personne présidente et 2 directrices, générales, par exemple. Donc là, il faut les nommer. Pensez à les nommer au début, à la création de la société, si c'est ça, et vous avez donc les pouvoirs les plus étendus pour pouvoir engager la société, que vous soyez président ou directeur général. Là, en termes de pouvoir, c'est relativement similaire. C'est ce qui est prévu aussi dans les statuts. C'est cadré par la loi et le code de commerce notamment. Donc, en fait, si vous prévoyez tout de suite la nomination des mandataires sociaux à l'occasion donc de la création de la société, de toute façon, il faut à minima que le président soit nommé. Et ça vous évite ensuite, demain, de passer par de nouvelles formalités et des frais en conséquence si vous voulez nommer une nouvelle personne. Où immatriculer la société? Où immatriculer la société? Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que de la même façon, donc vous avez, la création de la société, vous allez faire les dépôts, c'est ce qu'on appelle le guichet unique, ça a été centralisé, digitalisé. D'ailleurs, nous, quand on aide à le faire, c'est ce qu'on fait en déposant les dossiers après vous avoir aidé sur la rédaction de l'objet social, des statuts et tout le reste. Et donc là-dessus, où immatriculer la société, c'est important en fonction des aides, parce que par exemple, Paris et même de la rapidité, en termes de création de société pour avoir le cabis ou toute démarche auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, Paris est saturé. Enfin, il y a une telle densité du nombre de sociétés qui sont basées à Paris, par exemple, ce qui fait que les délais sont plus longs quand on crée une société à Paris avec le greffe qui met plus de temps compte tenu de la masse de dossiers et de demandes à gérer par rapport à, prenons si on prend l'Île-de-France, par rapport à Nanterre, par rapport à Bobigny. Nous, par exemple, on a immatriculé une société d'un utilisateur, ça a pris 48 heures pour obtenir le cabis. Et c'était à Bobigny, par exemple. Mais c'est le cas aussi en fonction de où vous habitez, où situer la société et où l'immatriculer. Forcément, il faut l'avoir en tête. Comment l'immatriculer là-dessus? Ça peut être donc la société domiciliée
domicile d'un des mandataires sociaux pendant un certain temps. Après, il faudra changer. Ou alors auprès d'une société de domiciliation. Donc, c'est ça en fonction où vous pourrez du coup faire votre choix de où immatriculer la société, notamment vu à la fois la rapidité du greffe, mais aussi des aides, comme je le disais à l'instant, parce que quand vous allez avoir vos conseillers, par exemple BPI, pour avoir certaines aides, bah, encore une fois, Paris, est quand même très sollicité. Donc les délais peuvent être un peu plus longs que si on est donc ailleurs en région. C'est quelque chose à avoir en tête. Et donc là, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces aspects. Donc, quelles sont les démarches là-dessus? Bah, comme on vient de se le dire, pour peut-être récapituler et en terminer sur ce premier point. Donc, un, il faut rédiger les statuts, objet social relativement large, et penser aussi aux conséquences qu'il peut y avoir avec le code NAF, le code APE, et donc les conventions collectives applicables derrière. Quand créer la société? Créer la société, donc, le moment venu, c'est-à-dire au moment où on va peut-être commercialiser, où il y a certains actifs à avoir qui soient détenus par la société, mais pas trop tôt. Euh, les mandataires sociaux, donc oui, les nommer à ce moment-là, pas forcément donc les rémunérer, hein, c'est des mandats sociaux généralement au début qui sont non rémunérés. Il faut prévoir donc le capital social à minima de 1 000 € avec aller 1 centime par action pour avoir au moins 100 000 actions, ça c'est très bien. Et s'il y a des apports à faire en plus, les faire en compte courant d'associé. Immatriculer la société donc dans le département et donc auprès du greffe du tribunal de commerce dont dépend là où est immatriculée la société, donc où est domiciliée la société. Donc, à vous de voir en fonction de où est domicilié un des mandataires sociaux, mais voilà, à avoir en tête la célérité en termes de réactivité du greffe et aussi de financement et de subventions auxquelles vous pourrez être éligible d'un point de vue régional et autres. Et donc, sur les démarches, c'est on va rédiger les statuts, on va faire le capital social, on va déposer auprès du greffe du tribunal de commerce le dossier. Donc là, le dossier, il y a une déclaration de non-condamnation, on a différents éléments à fournir, il y a une publication dans le journal d'annonce légale qui est à faire. Et donc, on se charge, nous, de tout ça pour vous accompagner là-dessus. Combien de temps ça prend? Et ben, ça revient à ce que je disais à l'instant. Ça peut prendre 48 heures, comme 2, 3 semaines, voire peut-être un peu plus, mais bon, ça, c'est quand même rare. Mais ayez en tête, entre 48 heures et 2 semaines, pour obtenir votre extrait CABIS, c'est généralement la norme. Fonction, évidemment, de la rapidité et du greffe du tribunal de commerce, dont relève la société en fonction de sa domiciliation. Voilà pour ces différents points. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions là sur ce qu'on vient de voir, c'est important justement que ce soit clair pour vous en fonction de quel stade de maturité vous êtes, parce que peut-être que vous avez déjà créé votre société. Et donc, si vous avez déjà créé votre société, se pose la question de savoir, bon, bah, quelle est la répartition avec un late founder. Mais avant d'arriver sur ce troisième point ici, on va se dire, on va créer la société, se pose la question, on est deux, on est trois, ben, avec qui m'associer et comment répartir le capital. Donc là, sur le premier point, avec qui s'associer de manière très, très, pas classique et simple, mais plutôt de se dire, en fait, il faut qu'on ait évidemment une certaine affinité. Donc le conseil, c'est de trouver une bonne complémentarité, mais pas tellement et uniquement en termes d'expertise. Évidemment, la complémentarité en termes d'expertise est importante. C'est d'ailleurs ce que regardent les investisseurs quand on viendra au moment de la levée de fonds. Mais même avant ça, c'est pour développer le projet, pour être complémentaire. Par exemple, une personne qui est plutôt orientée business, une personne qui est plus orientée technique et développement web. Évidemment, ça fait une bonne complémentarité, mais là où c'est important, cette complémentarité, c'est surtout sur la personnalité et sur le fait que vous entendiez bien, que vous travaillez bien ensemble et que vous vous complétez là-dessus. Parce que forcément, l'entrepreneuriat vous demandera d'affronter des conflits, que ce soit entre vous, que ce soit avec d'autres personnes. C'est une aventure semée d'embûches, c'est des hauts et des bas assez importants. Et donc là, forcément, le fait de bien s'entendre, de se serrer les coudes et d'apprécier travailler avec la personne, c'est le plus important, encore plus important que juste avoir une complémentarité d'expertise. Vraiment, croyez-en, mon expérience. Mais pourquoi? Bah, en fait, tout simplement, l'enjeu ici, enfin les enjeux, c'est de minimiser les risques de conflit et de maximiser vos chances de réussite. Et donc, pour minimiser les risques de conflit, il faut savoir qu'une des raisons de la non-réussite, en tout cas de l'échec des projets et des startups qui se lancent, souvent, c'est aussi une question de conflit d'associés. Il y a plusieurs raisons, hein. Il peut y avoir le fait que bon, on n'ait pas trouvé le product market fit, donc le fait que ça prenne bien auprès d'une clientèle en fonction de la solution qu'on a développée. Mais
vient aussi cette question de conflit, parce que si on a un conflit avec un associé, qu'on a créé la structure, où on a, mettons, 50-50 ou même 30-70, peu importe, c'est problématique, parce que la personne avec qui on s'entend plus, elle est dans le capital, et après, il faut se mettre d'accord sur comment racheter ses actions ou comment sortir. Et si la personne, en fait, on a un conflit et qu'elle veut rien faire, il y a aucun moyen de trouver une solution amiable et de résoudre ce conflit en bonne intelligence. Et ben, en fait, quand on a une société dont 30% ou même 20% sont détenus par une personne qui n'est plus active et qui est partie et qui répond plus, et ben ça tue la société. On est infinançable derrière, et donc il faut trouver une solution, hein. Peut-être qu'il faut la liquider, en créer une autre. Enfin, mais en tout cas, ça pose des problématiques qui sont hyper, hyper importantes pour nous. D'où cette question de comment et avec qui bien s'associer. Clairement, c'est le conseil que je vous donne ici, c'est trouver cette complémentarité en termes de relations humaines, avec une certaine complémentarité évidemment dans l'expertise et le reste. Mais voilà, c'est ce point. D'ailleurs, c'est First One qui met, c'est des ressources qui sont disponibles en ligne, hein. Donc, un questionnaire d'une cinquantaine de questions qui permet de balayer toutes les questions et savoir si vraiment on est bien fait pour être associé. Et si on a une même vision, il y a donc ces 50 questions qui sont intéressantes de passer, de balayer, voilà, avec vos associés respectifs. Ça peut être un bon exercice sympa. L'autre point ici, c'est comment répartir le capital et comment répartir le capital entre vous. Comme je l'ai marqué, comme vous le voyez, 50-50, 30-70, un tiers, un tiers, un tiers. Il n'y a pas vraiment de règle. Ce qui compte, c'est que vous soyez OK et que chacune des personnes qui détient donc des actions qui sont au capital, des personnes dans l'équipe fondatrice, évidemment, soit à l'aise avec la répartition du capital. C'est peut-être du bon sens et j'enfonce une porte ouverte, mais c'est en fait aussi simple que ça et tout aussi compliqué que ça de trouver ce bon équilibre où tout le monde est OK avec la répartition du capital. Parce que sinon, ça va créer des frustrations futures et ça va revenir au risque de conflit et voire de problématiques assez importantes pour la société qui pourrait la mettre à mal. Et aussi, ça favorise, si on trouve cet équilibre et que tout le monde est OK, là, la motivation commune, et on y va, et on a envie de développer le projet, et on est OK, quoi. Donc ça, c'est important. Et donc, si vous avez vraiment beaucoup de problématiques au début avec cette répartition capital, etc., c'est des éléments qui sont pas forcément des très bons signaux, mais bon, ça veut pas dire que voilà, il y aura un conflit, que ce sera catastrophique derrière, pas du tout. Mais bon, il faut le mettre à plat, et surtout que, en fait, à ce stade-là, vous avez rien développé encore, hein. Donc, vraiment, chipoter pour 2-3%, évidemment, c'est important, mais il faut trouver des compromis et se mettre d'accord, parce que ce qui compte là, ça va être développer le projet. Aujourd'hui, à ce stade, vous n'avez rien encore. Donc, bon, mieux vaut avoir quelques pourcentages de quelque chose qui vaut beaucoup. euh, et donc, mettons 2% de quelque chose qui vaut beaucoup, je caricature, que 60% de quelque chose qui vaut zéro, hein. C'est toujours ce qu'on se dit. Enfin, comment faire entrer un lead founder au capital? Là, typiquement, on peut avoir déjà créé la société. On peut déjà avoir même une activité, avoir peut-être quelques clients, même du chiffre d'affaires, peu importe. Mais là, il y a une personne qui rentre au capital plus tard. Et c'est une personne qu'on considère comme clé. Mais donc là, il faut bien faire attention à différencier le rôle que cette personne va avoir. Parce que souvent, ce qu'on peut voir en pratique, c'est il y a une personne qui vient, avec qui on travaille, euh, et on se dit, OK, on va lui donner du capital. Mais lui donner du capital en tant que lead founder, forcément, c'est différent de lui donner du capital si cette personne était salarié de la société, donc qui prend un risque moindre par rapport aux autres personnes. Du fait que cette personne, aussi, en plus d'être rémunérée, le fait qu'elle soit salariée et salariée clé, peut-être que la forme de son intéressement au capital va différer. Et typiquement, on pourrait lui donner des BSPCE plutôt que de lui donner du capital tout de suite. Donc là, l'idée, c'est de sécuriser juridiquement. Fiscalement, c'est plutôt sur la valeur et comment le faire. Mais juridiquement, là, la manière dont on va l'intéresser au capital. De la même façon, on se dit, c'est une personne qui ne sera pas à temps plein. C'est une personne qui est certes clé pour nous, qui peut apporter beaucoup de valeur, mais qui sera, allez, disons, avec, je sais pas, 2, 3 jours, ou allez, 2 jours par semaine, ou en tout cas qui est à mi-temps, ou même moins qu'à mi-temps, et qui n'a pas vocation en fait être à 100%, et jamais elle aura l'occasion, en tout cas, on n'a pas la volonté que cette personne soit à 100% euh, plus tard. Donc, c'est une personne qui aura plutôt un rôle d'advisor. Là, pareil.
plutôt que donner et c'est une personne qui n'est pas salariée ni mandataire social. Et donc là, bah, typiquement, en tout cas, on ne veut pas que ce soit le cas, ce serait plutôt une personne advisor, donc un advisor, un rôle d'advisor et on peut lui donner du capital, intérêt au capital, mais la forme ici, la mécanique, ce serait plutôt des BSA, que nous on appelle chez Céligas les BSA Advisor, pour les distinguer des BSA-R sur la partie financement. Et donc ces BSA-là permettront de l'intéresser au capital avec un format plus adapté et plus sécurisé pour la société comme pour vous, heu, plutôt que, une personne qui est, considérée comme late founder. Donc en l'occurrence, cette personne qui est considérée comme late founder là, typiquement, c'est une personne qui va prendre un risque significatif comme vous, apporter évidemment énormément de valeur en termes, ben, opérationnels, en termes d'expertise, un peu comme si vous associez aujourd'hui avec cette personne, c'est le cas là, c'est la question. OK, qu'est-ce que vous partagez? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Et donc clairement, c'est une personne qui sera et ça c'est juste indispensable, à 100 sur le projet. Ou si c'est pas le cas, il faut vraiment qu'il y ait des raisons économiques, c'est-à-dire qu'elle se paye un petit peu avec du conseil à côté pour le faire et donc ce qui fait qu'elle dédie, allez, 10 pour se rémunérer un petit peu à côté, mais tout le reste, c'est pour le développement du projet. Donc là, OK, il y a pas de doute, c'est une personne qui a le même niveau, en gros, de responsabilité que vous, le reste des associés et vous partagez du coup et cette personne rejoint l'aventure pour, bah, vous aider et faire décoller le projet et en faire une réussite. Mais comment la faire entrer au capital? Bah, là, on aura plus tendance à lui donner du capital, comme vous, des actions tout de suite. En tout cas de faire en sorte que au moins une partie du capital, que cette personne aura soit en action tout de suite. Pourquoi? Bah, parce que ça permet d'aligner les intérêts entre vous, les cofondateurs. Cette personne aussi est dans le capital tout de suite, elle sera au pacte d'associés évidemment et donc si, c'est fiscalement dangereux de la donner en tout cas ou d'un point de vue, mécanique juridique de faire entrer cette personne au capital tout de suite, avec des actions, donc sous forme de cession d'actions, parce que ça impliquerait potentiellement que cette personne achète des actions, mais comme la société, par exemple, aura déjà de l'activité, donc difficile de prévoir une cession d'actions à la valeur nominale, c'est-à-dire à la valeur la plus basse et au tout début. Donc on est obligé là, d'un point de vue fiscal, pour sécuriser un petit peu cette opération, faire en sorte que la cession des actions se fasse à un certain prix. Mettons, la valeur nominale était de 1 centime, comme on se l'est dit et là, bah, en fonction de la valorisation de la société qu'on estime, on se dit: «Bon, bah, voilà, en fait, le prix sera de 1 € par action au lieu de 1 centime». Et ben là, en fait, ça va générer aussi une plus-value pour les personnes, donc vous, par exemple, qui allez céder ces actions. Donc il y aura la flat tax, donc il y a un frottement fiscal qui va se passer et peut-être aussi tout simplement, cette personne late founder, on veut lui donner 20 du capital. La valorisation de la société, mettons, on s'est dit, heu, elle vaut 500 000 € par exemple. Voilà, on a fait, ce travail avec, notre expert comptable ou autre. Heu et bah, si on lui donne 20 des 500 000 €, bah, il faut quand même les sortir, ces 10 000 €. Peut-être que le late founder n'a pas cet argent à sortir tout de suite ou c'est pas l'idée, quoi. Bah, là, typiquement, on peut, vendre une partie d'actions et compléter ensuite avec, une autre mécanique. Par exemple, si on se dit: «Cette personne sera également salariée ou mandataire social», elle peut être intéressée en complément avec des BSPCE. Mais bref, vous voyez un peu l'idée. Je suis rentré dans des éléments un peu techniques, mais là, ce qu'il faut retenir, c'est bien différencier le rôle et que cette personne soit vue comme cofondatrice, même si elle vient plus tard, d'où late founder, et pas comme advisor ni salarié. Et ensuite, idéalement, c'est de pouvoir la faire entrer au capital, donc, même stade que vous, hein, c'est-à-dire, enfin, en fonction de la même mécanique que vous, avec des actions. Mais si c'est pas possible pour des raisons fiscales ou juridiques ou autres, eh ben, il faut trouver un moyen de le faire. Mais de toute façon, on a l'habitude de le faire nous avec Seed Legals, de vous accompagner sur ces aspects. Donc n'hésitez pas à nous solliciter à ce titre. Voilà pour cette partie qui était celle de la répartition du capital entre les associés. Est-ce que vous avez des questions sur ces différents points? Parce que là, j'ai conscience d'être entré dans des niveaux un peu de technique et de détail, et c'est des questions peut-être que vous vous posez aussi à votre stade. Donc n'hésitez pas à les mettre en tout cas si vous en avez et on les balaye ensemble. Une fois qu'on a fait ces 2 premiers points, c'est-à-dire, OK, on va lancer la société, on va la créer, on anticipe un peu les différentes choses, on va prévoir la répartition du capital tel qu'on a prévu le capital et donc là, typiquement, on va se dire aussi: «Il faut prévoir un pacte d'associés». C'est indispensable de prévoir ce pacte d'associés. Mais avant ça, il y a une question, côté Aurore, il me semble. J'ai vu qu'il y a la main qui a été levée. Est-ce que c'était voulu, intentionnel ou pas?
Et ben, on va avancer en tout cas. Alors, faut pas hésiter à la poser directement. Merci Laurent pour ta participation. À la poser directement dans le chat, parce que je crois qu'on n'a pas les micros, avec la fonction Webinar Zoom, pour vous. Donc c'est par écrit. Donc n'hésitez pas à la poser. La définition de BSPCE, pardon. La définition de BSPCE, effectivement, s'il y a des acronymes que vous n'avez pas, autant pour moi, heu, demandez-moi de préciser comme c'est fait par Aurore et je vous remercie. Donc BSPCE, c'est le bon de souscription de parts de créateurs d'entreprise. C'est ce qui permet de pouvoir intéresser des salariés ou des mandataires sociaux au capital de la société sous forme, d'options. C'est-à-dire, en fait, on donne le droit d'acheter des actions. Donc c'est un droit à acheter des actions au capital sous réserve de certaines conditions, par exemple de présence sur un certain temps dans l'entreprise ou potentiellement de performance, bref. Et c'est une mécanique donc qui est utilisée pour intéresser souvent les salariés au capital, mais qui peut être également utile pour intéresser au capital, bah là typiquement un light founder ou autre. Et l'exemple que je donnais pour les advisors avec, le BSA, c'est les bons de souscription d'actions. C'est exactement une même mécanique, hein, d'un point de vue juridique, c'est, le droit d'acheter une action, mais qui n'est pas limité, parce que les BSPCE sont réservés aux salariés et aux mandataires sociaux, alors que les BSA, eux, peuvent être attribués à n'importe qui, mais sont en fait souvent attribués et il est recommandé de les attribuer uniquement à des personnes externes, d'où le terme advisor que nous on ajoute. Voilà le point. Avec plaisir. Merci Aurore. Hem, Maintenant qu'on a vu ça, là, effectivement, c'est indispensable de prévoir un pacte d'associés. Pourquoi c'est indispensable de prévoir un pacte d'associés? Tout simplement parce que les statuts qui régissent vos relations entre associés, on l'a vu, hein, on se l'est dit, les statuts vont prévoir l'objet social, l'activité de la société, les règles classiques de gouvernance avec les, rôles et les responsabilités des dirigeants, donc président, du directeur général, les règles de convocation des assemblées générales, donc soit une assemblée générale ordinaire avec, le quorum, c'est-à-dire combien de personnes il faut que ce soit présentes pour pouvoir tenir cette assemblée générale et aussi les règles de vote. Est-ce que c'est majorité simple, c'est majorité relative? Tout ça, on peut les adapter dans la SAS, mais souvent, voilà, on le prévoit de manière assez standard. Ce qui relève aussi des assemblées générales extraordinaires, et cetera, et cetera. Donc toutes ces, clauses que vous trouvez dans les statuts permettent de régir la manière dont fonctionne la société. Mais on va prévoir également et pourquoi on va prévoir ce pacte d'associés? En fait, ce pacte d'associés va venir compléter ces règles des statuts. Les statuts, eux, sont publics et ils sont, publiés, donc au greffe du tribunal de commerce. On peut y accéder, donc c'est public et ça, c'est la différence aussi principale avec le pacte d'associés qui, lui, le pacte d'associés est confidentiel. Donc c'est un acte sous seing privé, c'est un contrat entre vous, les associés et où est présente la société au sein de ce contrat, donc de ce pacte d'associés ou pacte d'actionnaires, hein. On dit pacte d'associés ou pacte d'actionnaires, c'est la même chose, c'est juste, bon, en termes de verbatim et en tout cas de rigueur juridique, on dit pacte d'associés pour la SAS, pacte d'actionnaires plutôt pour, les sociétés anonymes. Mais bref, je ne vais pas vous embêter avec ces aspects, heu, ici. Là, sur le pacte d'associés, donc on l'utilise, pareil, pacte d'actionnaires, pacte d'associés pour, c'est la même chose. Heu, on va prévoir différentes clauses et donc comme je le disais, en fait, ces clauses-là ont vocation à compléter, heu et à donc prévoir un ensemble donc qui fonctionne bien avec les statuts. C'est-à-dire que des clauses, qui sont différentes dans le pacte d'associés enfin, les clauses qui sont prévues dans le pacte d'associés n'ont pas à être différentes de celles des statuts et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle aussi donc la primauté du pacte d'associés, souvent est prévue dans le pacte d'associés. S'il y a des différence, entre le pacte d'associés et les statuts, ben, on prévoit dans ce pacte d'associés la primauté du fait que les clauses qui sont prévues dans le pacte d'associés l'emportent sur, s'il y avait une différence, celles qui sont prévues dans les statuts. C'est une des clauses qu'on peut prévoir, mais bref. Tout ça pour dire que si on veut prévoir un pacte d'associés, demain à l'occasion d'une levée de fonds où il sera mis à jour et et qu'il y a des statuts qui prévoient certaines clauses, bah, on va mettre à jour là les statuts et aussi le pacte d'associés en fonction et on prévoit les 2. C'est classique et c'est ce qui est prévu en tout cas par vos conseils, y compris par nous, Seed Legals, avec, notamment l'offre Seed Legals et avocats. Donc les principales clauses à prévoir, donc déjà ça, il faut l'avoir en tête sur le principe. Donc on a compris le principe du pacte d'associés qui est, lui, confidentiel par rapport aux statuts qui sont publics et le pacte d'associés, lui, a vocation à régir pareil et compléter les relations entre vous, les associés évidemment, comme son intitulé l'indique
Et il va prévoir, là, j'ai mis quelques exemples de clauses, qui sont les clauses principales. C'est des clauses qui ont trait à la fois à la partie économique et surtout sur la partie cession d'actions et sur le volet gouvernance. Donc, sur la partie cession d'actions, d'abord, le droit de préemption, c'est quoi? C'est typiquement si vous, associé, vous voulez vendre des actions à quelqu'un d'externe qui n'est pas associé au sein de la société, eh ben, les personnes associées, donc les autres personnes, elles peuvent dire non, tu vas pas vendre à cette personne-là qui est externe, tu vas me vendre à moi. En gros, tu peux vendre à cette personne, oui, mais moi je vais préempter et je vais dire en fait non, tu vas me vendre à moi dans ces conditions, donc aux conditions que tu souhaitais vendre à l'autre personne, mais c'est moi qui vais en fait être l'acheteur et ça permet de pouvoir cadrer et éviter, en tout cas, qu'il y ait des personnes potentiellement externes qui rentrent au capital. On peut prévoir aussi une clause d'agrément, ce qui permettrait justement d'avoir un agrément de la personne qui rentre au capital pour sécuriser encore plus cette question de l'entrée au capital et qui rentrera au capital. Mais ce sont des exemples. La clause la plus importante vraiment, et la raison pour laquelle le pacte d'associés est un indispensable à avoir quand vous lancez votre société, c'est surtout la clause de good et bad leaver, c'est-à-dire en fait la clause qui va encadrer un départ. Parce que comme on se l'a dit tout à l'heure, s'il y a un conflit, pour X raisons, ça arrive, hein, c'est comme ça, c'est la vie d'une entreprise et de l'association, et ben en fait, cette clause-là permet d'encadrer ce cas de départ. Ça ne veut pas dire que ça va tout résoudre d'un coup, mais au moins ça va permettre de donner des éléments clairs sur qu'est-ce qui se passe et comment on fait pour gérer ce cas de départ. Parce qu'une personne qui va partir, qui a, mettons, 20% du capital, est-ce qu'elle va les garder, ces 20% du capital? Bah, si elle va garder ses 20% du capital alors que la personne est partie au tout début de l'aventure et qu'elle n'a pas vocation à rester donc, et ni à être opérationnelle, 20% du capital détenu par une personne qui n'est pas opérationnelle et qui est donc partie du projet, ça tue la société. Ça tue la société parce qu'en fait, d'autres investisseurs ou des investisseurs qui viendront plus tard vont dire, mais ok, mais c'est à qui ces 20%? C'est une personne qui est partie mais, et donc qui apporte plus de valeur. Et bah c'est clairement un risque. En tout cas, ça vous permet pas de pouvoir vous financer auprès d'investisseurs, ce point. Et puis même vous, avoir une 20% du capital de la société qui va être détenu par une personne, qui, n'est plus active, demain, vous arrivez à en faire une réussite de cette société, vous avez enfin, c'est pas normal. C'est vous qui allez suer pour, faire en sorte que ce soit une réussite et bah, que la personne, elle, n'ait plus contribué après coup, qu'elle ait 20%, ça n'a aucune logique. Donc, le fait de prévoir cette clause de good et bad liver permet justement, en cas de départ, d'encadrer le fait que cette personne vende ses actions si elle part. Donc, si elle part dans des bonnes ou mauvaises conditions. Donc, typiquement, c'est la clause et une des clauses les plus importantes à prévoir dans le cadre de votre pacte d'associés, notamment pour encadrer ce cas, donc le plus sensible d'un départ d'un des fondateurs. Donc ça, c'est important à l'avoir en tête. Ensuite, cadrer les droits de propriété intellectuelle, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à si vous avez, mettons, déposé un brevet ou ne serait-ce que déposé la marque, mais que la société n'est pas encore créée. Donc, vous avez déposé, vous, par exemple, la marque de la société en votre nom propre. Et bien là, c'est typiquement, il ne faut pas que cet actif et cette propriété intellectuelle-là, cet actif immatériel soit détenu par vous en tant que propre, en tant que personne physique. Il faut que ce soit détenu par la société, y compris d'autres, voilà, si on avait des brevets, comme j'ai dit, ou d'autres éléments de propriété intellectuelle, ou que ce soit la société qui les détienne. Donc là, typiquement, on va prévoir dans le pacte d'associés le fait que vous vous engagez en tant qu'associé, si vous détenez des actifs qui devraient être la propriété de la société, à les céder à la société et ensuite de faire des cessions de droits de propriété intellectuelle, de transfert de propriété intellectuelle pour la société, entre vous et la société. Voilà. Donc ça, c'est un élément aussi, et clairement, c'est des choses qui sont assez standards. Et ce qu'on propose, hein, encore une fois, avec Silegas pour vous accompagner sur cette partie, éviter ce genre d'erreur, ou en tout cas de pouvoir vous lancer avec ces étapes clés. Ensuite, dernier point, comme exemple ici de clause qu'on pourra retrouver dans ce pacte d'associés, sont les règles de gouvernance. Et ces règles de gouvernance, alors on peut le prévoir de manière en fait assez souple, hein. On n'est pas obligé de prévoir ça dans le pacte d'associés avec, mettons, un board, un comité stratégique qui comprend aujourd'hui à ce stade que vous, l'équipe fondatrice. Vous pouvez le faire de façon complètement informelle et pas forcément le contractualiser et le mettre dans votre pacte d'associés et vous engager à le faire. Donc ça peut être très souple, hein, et donc informel. Alors que contre, vous pouvez vous dire: «Non, il y a certaines décisions vraiment très, très, très stratégiques, elles doivent être prises, heu, d'abord entre nous, l'équipe des fondateurs et fondatrices, avant même
de passer par une décision des associés. Et donc là, c'est important à faire une différence entre si on crée donc cette instance de gouvernance entre nous, là, les fondateurs, c'est différent. Donc ce qu'on appelle généralement le comité stratégique, généralement, il est créé plus tard, hein, quand il y a des investisseurs qui rentreraient au capital. Mais mettons, là, on se dit au moins, on prévoit, nous, le fait que certaines décisions stratégiques soient prises par nous, l'équipe fondatrice, sur un comité des fondateurs, peu importe le terme dont on parle, mais il faut le dissocier de l'assemblée des associés. Donc l'assemblée générale des associés qui est prise avec les règles, mettons, donc des décisions et de la compétence des assemblées générales ordinaires, par exemple transférer le siège social, par exemple les rémunérations des mandataires sociaux ou autres éléments comme ça qui doivent forcément être pris, cette prise, ces décisions par les associés. Donc il faut quand même faire une assemblée générale, mais on peut, au préalable, demander l'accord préalable de l'ensemble, à l'unanimité des fondateurs ou alors à la majorité, pour sécuriser un peu cette gouvernance. Autant vous dire que généralement, c'est pas contractualisé, c'est pas fait de cette manière, juridico-juridique, en respectant toutes ces, heu, démarches. C'est souvent fait de façon informelle et après, donc il y a pas vraiment d'instance comme ça entre vous les fondateurs, mais il est possible de le prévoir. Au moins pour prévenir certains aspects, vous pouvez, le prévoir et donc c'est pas complètement, loufoque d'avoir ce genre de choses dans le pacte d'associés. Il faut juste veiller à ce que ce soit bien rédigé, que ce soit pas trop lourd non plus et que vous ça ne vous mette pas trop non plus à risque sur cette partie. Et de toute façon, ce pacte d'associés, il faut l'avoir en tête. Pas trop vous attacher avec un affect sur la rédaction de ce pacte d'associés parce que si demain vous faites une levée de fonds avec sous forme d'augmentation de capital en faisant rentrer des investisseurs, dites-vous bien que ce pacte d'associés, vous le prenez, vous le déchirez et vous en créez un nouveau, vous en rédigez un nouveau avec l'entrée de ces nouveaux associés. Et cette entrée des nouveaux associés, donc ce sont là les investisseurs, il y aura la discussion de différents termes, la négociation et donc évidemment, on va retrouver les clauses de droit de préemption, les clauses de good et bad liver, évidemment. Il y aura tout un tas de clauses aussi que vous retrouverez, y compris sur la partie gouvernance. Donc, ce qui est bien aussi quand vous prévoyez ce pacte d'associés, ça permet de vous familiariser avec des premiers éléments que vous allez revoir plus tard à l'occasion d'un prochain tour de financement. Ce qui fait la transition avec notre dernier point ici, sur comment préparer sa levée de fonds Friends and Family, ou en tout cas avec des business angels aussi qui pourraient rentrer au capital au tout départ. Et ben là, la première question qui va se poser, ça va être, bah, quelle est la mécanique, juridique pour pouvoir faire entrer ces personnes et pouvoir se financer avec des investisseurs privés? Et ben là, il y a généralement 2 mécaniques, hein, qui sont assez standards. C'est le BSAR, donc c'est le bon de souscription par accord d'investissement rapide et donc en l'occurrence, cet accord d'investissement rapide, permet de pouvoir vous financer tout de suite et de manière flexible en faisant rentrer au fil de l'eau les investisseurs, mais ils rentrent pas tout de suite au capital, ils vous financent, mais ils rentreront à l'occasion d'un prochain tour, un prochain événement, que ce soit un prochain tour de financement ou l'arrivée d'une date butoir. Et donc ils rentreront à ce moment au capital avec des conditions plus avantageuses que les prochains investisseurs, par exemple. Ou alors, c'est une méthode plus traditionnelle et plus, en tout cas, ancienne et classique, c'est l'augmentation de capital. C'est-à-dire que là, ils vont rentrer au capital tout de suite, on va fixer la valorisation maintenant, ce qui est inscrit, juste en dessous. Alors que le contrat de BSR, lui, va encadrer la valorisation. Là, l'augmentation de capital fait rentrer tout de suite les investisseurs au capital à un prix, avec la valorisation qui va déterminer le prix par action, la société que eux vont vous payer, en souscrivant ces nouvelles actions qui sont émises, d'où l'augmentation de capital en termes de termes. Heu et donc là, on va donc rédiger un pacte d'associés parce qu'ils vont rentrer au capital là tout de suite et donc c'est à cette occasion, on va redéfinir les nouvelles règles entre vous les associés sur la base de cette nouvelle composition du capital qui sera discutée en fonction de la valorisation. La valorisation sera définie en fonction, bah, du montant investi, en fonction, vous, du pourcentage du capital que vous allez donner en contrepartie. Mais pour avoir plus d'éléments sur cette partie, comme je l'ai dit au tout début, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. On a énormément de vidéos et de conseils sur ces différents points, que ce soit le contrat de BSAR et l'entrée au capital de ces investisseurs sous cette forme ou d'augmentation de capital. Je vous passe vraiment le détail technique sur cette partie pour nous laisser, comme il est 50, quelques temps pour les questions que vous avez. Donc n'hésitez pas à vous poser les questions. Peut-être pour un
un point assez rapide là-dessus. Si vous vous lancez, donc sur tous les points dont on a parlé ensemble, on a, nous, lancé une offre Seed Legals, comme vous voyez ici. Donc, on vous partagera également les slides. Et sur ces offres, on vous permet de créer votre société. On vous permet de rédiger le pacte d'associés, là, comme on se l'a dit, en tant que fondateur. On vous permet également, ce n'était pas mentionné ici parce que question de temps, mais de générer tous les contrats commerciaux, donc politique de confidentialité. Au début, sur les règles RGPD, bah, vous avez un modèle, vous pouvez les adapter, vous pouvez donc accéder et créer votre propre politique de confidentialité. Pareil pour les conditions de vente, conditions générales de vente, conditions d'utilisation quand vous lancez votre business. Ben, c'est des éléments qu'il faut prévoir et avoir en tête. Donc, est-ce qu'on va prévoir quelque chose vraiment ultra carré, ultra sécurisé? Bah, au début, en fait, on va faire quelque chose, vous le savez, hein, vous avez une logique entrepreneuriale, donc de clair, de bien fait, mais voilà, le principal, c'est d'abord de lancer votre business, de faire de l'activité et ensuite, on se pose plus de questions quand même sur la partie conformité. Évidemment, c'est hyper important, hein, donc cette partie, mais au moins, on vous donne, nous, les éléments nécessaires pour pouvoir bien vous lancer. Pareil, si vous avez des discussions de contrats, heu, pour cadrer vos échanges avec les contrats de confidentialité, donc les accords de confidentialité, donc NDA en anglais, vous pouvez les faire ici avec, votre compte Seedlegals et enfin, vous pouvez également jusque, vos premiers 50 000 € investis, créer toute la documentation juridique, sur Seedlegals, que ce soit sous forme de BSR ou d'augmentation de capital, ce qui vous permet de vous lancer, ben, clairement en toute sérénité. Voilà pour, ces différents points. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, je estimerais que j'ai été assez clair, en tout cas je l'espère. Et si vous devez regarder le replay, encore une fois, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube et sur notre blog, sur le site Seed Legals. Si vous avez des questions sur l'accompagnement Seed Legals, n'hésitez pas à nous solliciter, à prendre un rendez-vous avec nos équipes. On se fera un plaisir de pouvoir répondre à vos différents points et de voir comment vous aider. Euh, Si, eh ben, merci beaucoup Aurore, si c'était très clair, je l'espère en tout cas. Je vous souhaite plein de bonnes choses, pour vos projets respectifs, plein de réussites et il y a une question, de Nevona. Alors, parfait. Alors le coût de la création de la société, nous tout compris, parce qu'il faut avoir en tête sur les frais, quand vous créez une société, vous avez la publication auprès d'un journal d'annonces légales, donc généralement c'est entre 200 et 300 €. Ensuite, vous avez les frais de greffe. Il faut payer donc les frais auprès du greffe du tribunal de commerce, et après souvent il y a un prix, en plus si vous passez par une personne, donc typiquement comme Sylvegas pour le faire, heu, qui est, aux alentours de 200 €, donc on est généralement aux alentours de en tout cas pour site légal, c'est 500 €, tout compris. Donc et pour la publication de journal d'annonce légale et pour les formalités de greffe et nous, notre tarif site légal. Pour comparer avec, un cabinet d'avocats, par exemple, généralement, on oscille entre 800 et 1 000 € par exemple, un peu plus. Donc voilà, donc et surtout nous, l'avantage, c'est que à la fois avec les 500 € plus là, l'offre en question avec notre premier abonnement, pour 1 500 €, vous avez tout ce qu'on a vu. Donc et la création de la société et le pacte d'associés et les contrats commerciaux et aussi les premiers 50 000 € de contrats, avec vos investisseurs, que ce soit en BSR ou en augmentation de capital. Donc c'est pas nous évidemment qui mettons ces 50 000 €, mais si vous trouvez des investisseurs et que vous devez contractualiser ça, vous pouvez bénéficier de notre accompagnement avec tous les contrats qui s'ensuivent. Donc ça, c'est l'offre à 1 500 € qui est l'offre, de lancement startup nous concernant. Sur un je compte m'associer avec 2 autres personnes qui sont basées à Lyon et moi-même en Île-de-France. Je m'occuperai du secteur Île-de-France et eux de Lyon. Donc sur ce point, comment se passe la répartition des fonds en fonction des affaires apportées? Alors là-dessus, en fait, c'est pas forcément en termes de secteur parce que la société sera la même. C'est une société qui, est une société, qu'elle soit basée à Lyon ou qu'elle soit basée en Île-de-France, peu importe. Là, comme on s'est dit, hein, ce sera une seule et même société. Donc là, il faut faire le distinguo entre, est-ce qu'il y a une société qui leur appartient et qui est à eux, qui est basée à Lyon? Et est-ce que moi, j'ai une société qui est en Île-de-France? Donc je pense pas que ce soit le cas. Là, l'idée, c'est de s'associer ensemble au sein d'une même structure et après, il faut se dire: «OK, en termes de poids» et ça peut poser des questions, là, ce qui est dit sur la répartition du capital. Est-ce que donc le secteur Île-de-France apportera plus que le secteur dans la région, Rhône-Alpes, et notamment à Lyon? À vous de vous dire ce qui est pertinent. Heu, mais attention aussi peut-être à pas aller dans des,
des calculs, d'apothicaire sur OK, mais fonction de combien de la projection? Parce qu'on n'en sait rien. Peut-être qu'en fait, idéalement, c'est de se dire: «On va répartir à part franche ensemble et puis on verra plus tard». Tout dépend des circonstances. Peut-être que non, en fait, il faut prévoir dès le départ là, combien pourra apporter chacun. Peut-être, en fait, c'est la région Rhône-Alpes qui est plus importante en termes d'activité, donc on donne peut-être un pourcentage un peu plus important là-dessus, que l'Île-de-France. Et si demain ça s'équilibre différemment, bah, peut-être on ajustera à ce moment-là. Enfin, il y a des éléments à avoir en tête sur cette partie, mais en tout cas, c'est la même société, à mon sens, si vous décidez de vous associer, qu'elle soit située, encore une fois, en Île-de-France ou dans la région Rhône-Alpes, et c'est là où on se pose la question de la répartition du capital. J'espère que ça répond à la question d'Evoda. C'est bien une seule et même société. Bah, voilà, parfait. Donc c'est, là-dessus, c'est peut-être sur la répartition du capital où il y a des éléments à avoir en tête, quitte à prévoir aussi peut-être dans le pacte d'associés sur le fait de voilà, on rediscutera de la répartition du capital en fonction de l'apport des affaires de chacun, avec une clause qu'on peut qualifier de clause de rendez-vous à ce moment. C'est des points, qu'il est bon d'avoir, en tout cas de discuter, de manière transparente avec les personnes avec qui on s'associe, hein, clair et net. Et bah, écoutez, s'il y a pas d'autres questions, je vous souhaite encore une fois plein de bonnes choses pour vos projets, en plus d'une très bonne journée. Je vous dis à bientôt sur Sud les ou ailleurs. Merci tout le monde, merci de votre participation et à bientôt. Salut.